Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur la référence sportive. Au sommaire de ce nouveau numéro, les matchs des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions, avec notamment le choc très attendu entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. La Ligue Europa aussi fait son retour. Le tour des majeurs fait par les spécialistes. Liverpool, frustré par l'arbitrage, réalise un nul monumental face à Tottenham en première ligue anglaise. Le Real cale devant Levante, le 17e de la classe, avant la réception du Paris Saint-Germain. Napoli a toujours un point d'avance sur la Juve qui explose au Sassuolo. Michy Batshuayi donne le sourire au Borussia Dortmund, désormais 4e. Rien ne semble gêner le Paris Saint-Germain. Marseille étouffe Metz, Monaco renverse Lyon en Ligue 1 Conforama. Question des auditeurs, le thème sportif et le top 3 africain sont bien également au menu. Plateau Foot numéro 478 accueille pour vous ce matin, on n'est pas dans l'après-midi, ce matin dans le studio Messanyamé. Franck Nouniama, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous, merci. Comment vous portez-vous? Ça va. En pleine forme? En pleine forme. Ça, c'est bien. Ouais. À votre côté, à votre droite, lui, c'est Ezekiel Ayataï. Bonjour, non, Ezekiel. Bonjour, non, Angelo. Bonjour à tous. Comment tu vas? Très bien. Ça va bien. En face de vous, juste à l'extrême, à l'extrême gauche, non, droite plutôt, vous avez Roméo Yetor, le patron de la Liga espagnole. Buenos días, Roméo. Hola, Angelo. Bonjour à tous les auditeurs. Je pense que voilà, ça marche maintenant. Et il est également là, présent, avec le casque bien dans les oreilles. Armel Ouaba, good morning. Morning Angelo. En pleine forme? Très en forme. Fifia Sogbavi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo. Comment vous portez-vous? Ça va, en forme. Ça va. Ça, c'est bien, en forme comme le Paris Saint-Germain. Et également en studio, c'est un habitué de cette émission, Michel Takwa, grand fan du Real Madrid. Peut-être qu'il aura solidement des arguments ce matin pour défendre son grand club. Bonjour Michel, bienvenue. Bonjour autorité, bonjour à toute la... Comment vous portez-vous? Ça va mieux. Ah oui, ça fait plaisir de vous voir dans l'émission. Et Loma Doron également est là pour réaliser la vidéo de cette émission que vous pouvez regarder sur la page YouTube, sur le www.radiosportfmtg.com. À la mise en onde, lui, c'est le grand de la maison, Théo Ajavon. Présentation, Angelo Folikwe. Plateau Foot Europe, c'est parti. Elle est de retour, cette belle mélodie. Lorsqu'on l'écoute, on a tout de suite envie de se... on peut dire rester dans un fauteuil à côté d'une bonne bière ou bien d'un bon vin. Ça dépend. Ça dépend justement. Pourquoi pas même une bouteille d'eau. On va s'intéresser au match des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions qui démarre mardi prochain. Il y a 4 matchs, 2 le mardi, 2 autres le mercredi. Nous démarrons d'abord avec les matchs de mardi avec la Juventus Turin qui reçoit Tottenham Hotspur. Ezekiel Ayataï, c'est une affiche également, Juventus-Tottenham. Oui, c'est une affiche, la Juve qui toujours en course dans son championnat, c'est-à-dire le Calcio. Et puis de l'autre côté, Tottenham qui fait de très belles choses avec un Harry Kane en forme. Je pense que ça va être une très belle rencontre, seulement que du côté de la Juve, il y a trop de blessés, puisque la dernière fois dans le match face à Sassuolo, on a eu 3 blessés du côté de la Juve, à savoir... Andrea Barzagli, Rugani et puis Matuidi qui s'est également blessé. Ces 3-là s'ajoutent à une longue liste de blessés, Cuadrado, Ovedes, Douglas Costa et Dybala qui sont également blessés. Donc je pense que ça fait quand même
trop de joueurs à l'infirmerie. La Juve part diminuer face à Tottenham. Avec ces blessés, ce sont des joueurs majeurs, faut le reconnaître. Donc ça peut jouer contre la Juve, même si la Juve a d'autres joueurs pour faire l'affaire. Mais je pense que ce sont des joueurs très importants pour la vieille dame. Donc je pense que la vieille dame est en train de boiter un tout petit peu avant de rencontrer Tottenham, qui aura toutes ses forces vives dans ce match-là. Donc on mettra peut-être une toute petite pièce pour la Juve, mais faut pas oublier quand même que pour Tottenham, j'allais dire, mais faut pas oublier que la Juve est un club italien. Donc il y a de l'expérience. Oui, et puis surtout c'est un club qui n'encaisse pas beaucoup. Oui. Déjà sur les 15 derniers matchs de la Juve n'a encaissé qu'un seul but. Donc je pense que défensivement la Juve peut tenir en attendant peut-être de retrouver ses blessés. Et Roméo, à quoi s'attendre à cette affiche vue par vous? Moi, je pense que la Juve est affaiblie sur le papier. Et quand on revoit un peu ces joueurs blessés, on se dit tout simplement que la vieille dame est un peu diminuée face à Tottenham, qui a une attaque de feu. On parlait tout à l'heure de Harry Kane. C'est un joueur qui est, je vais dire, au sommet de son art, qui fait parler donc de lui en Angleterre, même sur le plan européen. Ça va être un match compliqué pour la Juve, mais comme Aïe vient de le dire, c'est un match qui se joue en Italie. Donc la Juve peut compter sur ses supporters. On sait que la vieille dame encaisse moins de buts, mais il va falloir marquer. Et ceux qui vont marquer, la plupart sont blessés. C'est là où il y a un petit handicap pour la Juve. Je crois que Tottenham, sur le papier, à la faveur des pronostics. Franck Lunyama, c'est votre avis? Tottenham, la faveur des pronostics face à la Juventus? Bon, je ne vais pas tout de suite prendre les choses comme ça. Vu la forme actuelle des deux équipes. N'oubliez quand même pas que la Juve reste finaliste malheureuse de cette compétition. Lorsqu'il s'agit de gérer la pression, la charge émotionnelle à ce niveau de la compétition, les Italiens sont devant les Anglais. C'est vrai que la Juve a des blessés, des joueurs importants qui sont à l'infirmerie. Mais ils ont passé 7 à Sassuolo, votre club préféré. Oui, mais au niveau expérience, je crois que la vieille dame sait quoi faire, sait comment gérer ces genres de situations. Maintenant, face à la jeunesse, face à la vitesse de Tottenham, je crois que les Anglais iront très vite dans ce match. Il semble que la Juve n'encaisse pas. On a dit tout ça ici avant la finale de l'année dernière. Ils ont pris 4. N'oubliez pas. Donc, à chaque match, sa réalité. Oui. Je veux dire que c'est un match qui part sur, on va dire, 50-50. 50-50. Oui. Ah oui, Franck Lunyama, légendaire modeste, hein, il faut le dire. On va s'intéresser à une deuxième rencontre de ce mardi. C'est le FC Bâle, Fifi, qui reçoit Manchester City, qui fait peur à toutes les équipes en Europe. Comment est-ce que vous voyez cette confrontation? C'est une rencontre déséquilibrée. Même si le FC Bâle reçoit Manchester City, moi je pense que c'est une rencontre déséquilibrée. Ce que Manchester City fait depuis le début de la saison, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Je crois une seule défaite en championnat cette saison. Je me dis que ce sera compliqué. Ce sera compliqué pour le FC Bâle. Et pour moi, il n'y a rien à dire. Manchester City est déjà pratiquement qualifié pour les quarts de finale. Et on va s'intéresser à un autre avis de celui cette fois-ci de Michel. Vous êtes d'avis que City va écraser le FC Bâle? Écraser, non. Moi, je pense que, vous savez, les réalités sur le terrain sont différentes quand même des réalités sur le papier. C'est vrai que les Sky Blues sont favoris quand on voit tout ce que l'équipe est en train de faire cette saison. Premier au niveau de la première ligue anglaise, bien sûr, avec tout ce que Pep et sa troupe alignent comme victoire. Je pense que c'est déséquilibré sur le papier, mais n'oublions pas que le FC Basel aussi a montré de belles choses cette saison, notamment dans son pool, composé bien sûr du grand Manchester United. Donc on n'attendait pas forcément cette équipe suisse, mais elle est sortie. Donc ça va être difficile. Vous savez que l'équipe suisse aussi aura à cœur d'avoir une certaine visibilité au niveau de cette Ligue européenne des champions. Oui. Donc comme Fifi l'a dit, c'est vrai, Manchester City pas favori, mais les réalités se trouveront sur le terrain. Est-ce que Bâle va peut-être venger José Mourinho, qui est de l'autre côté? On attend de voir.
Monsieur Armel Ouaba, vous qui patronnez la première ligue anglaise, City largement au-dessus de cette formation de FC Bâle? Oui, largement je crois, ne serait-ce que l'effectif. Ces deux équipes n'ont pas le même effectif. Oui. C'est carrément autre chose comparé. Côté qualité, côté quantité? Côté qualité aussi, même si le FC Bâle dans son championnat, ça représente aussi un lourd. Bien sûr. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que Bâle n'est pas impressionné face au club anglais. Chelsea en sait quelque chose, Liverpool également et Manchester United dont on vient de parler. Donc, c'est des confrontations directes. Ce n'est pas les matchs de poule où c'est un peu long. Donc, tout peut se passer, ne serait-ce qu'un bon résultat à l'aller peut donner de la motivation à ces Suisses-là de réaliser un grand coup. Et on va s'intéresser à cette grande affiche attendue le mercredi, le 14 février. Ce sera le jour de la Saint-Valentin. On attend de voir s'il y aura de l'amour entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Ezekiel, le Real, double tenant du titre qui reçoit au Santiago Bernabéu le Paris Saint-Germain. La première question, qui a la pression, Ezekiel? Je pense que c'est le Real qui va pas fort en ce moment. Le Real qui est double tenant du titre, c'est au Real quand même. C'est le Real qui est favori. Maintenant, on sait que le Paris Saint-Germain a des ambitions. Le Paris Saint-Germain a fait venir des joueurs à coups de millions pour justement gagner cette Ligue des Champions. Je pense que les Parisiens ont la pression. Les Parisiens auront la pression parce que déjà il y a la remontada du Barça qui est toujours dans les esprits. Donc il va falloir passer cette pression-là et faire un bon résultat face au Real. Maintenant, on sait que le Real Madrid joue la manche aller à domicile. Donc le Paris Saint-Germain qui reçoit au retour. Déjà, je pense que ce match aller à domicile décidera peut-être du sort de l'équipe qui sera au prochain tour. Donc tout se jouera, je pense bien, dans ce match aller. C'est le match le plus important de ces deux rencontres. Et je pense même que c'est la première fois que le PSG va aborder un match aussi important avec tous ses joueurs, avec un groupe au complet. On se souvient du match retour face au Barça, il y avait eu des blessés, il y avait eu des cartons. À chaque fois, c'est toujours ça. On n'a jamais eu, ou les Parisiens n'ont jamais eu la chance d'avoir un groupe au complet, mais cette fois-ci tout le monde est là, il n'y a pas de blessés, donc je pense que le Paris Saint-Germain a un gros coup à jouer, surtout que le Real n'est pas vraiment en forme, le Real qui doute un tout petit peu, mais la Ligue européenne des champions c'est une autre compétition et le Real Madrid sait très bien la jouer. On sait que les Madrilènes ont cette expérience des grands matchs, donc c'est peut-être ce qui donne l'avantage au Real Madrid. Maintenant, depuis que Neymar est là, je pense que c'est le grand test pour le Brésilien. On attend de voir ce que Neymar pourrait apporter dans ce match-là. Il a dit qu'il veut être Ballon d'Or. Ça passera pas ces matchs. Donc, je pense que de toutes les façons, on aura une très belle rencontre, un très gros match. Fifi, Unai Emery, le patron ou l'entraîneur de Paris Saint-Germain, a reçu le quotidien Marca en semaine à Paris et il a dit, je le cite, nous serons mieux préparés que face au Barça. Qu'est-ce qu'on comprend dans les déclarations d'Unai Emery? On comprend on ne veut plus commettre les erreurs de la saison dernière. On avait gagné le match aller 4-0 et on croyait que c'était déjà fait. Dans la tête, tout le monde se voyait déjà au tour suivant. Et je crois qu'ils vont avec beaucoup de précautions. C'est vrai que le Paris Saint-Germain a la pression parce que le Paris Saint-Germain aujourd'hui est taillé pour aller loin en Ligue européenne des champions. Ce n'est pas pour s'arrêter en huitième de finale. Oui. Donc forcément le Paris Saint-Germain a de la pression avant de se rendre en Espagne. Et même pour moi le Real est favori parce que le Real est quand même double tenant du titre. Le Real joue bien la Ligue des Champions, c'est un expérimenté de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, le Real a perdu déjà la Coupe d'Espagne, bien sûr. Le Real a perdu la Liga. Il ne reste que la Ligue des Champions pour le Real. Si le Real s'arrête en huitième de finale, je crois que ce serait catastrophique et aussi bien pour les joueurs que pour l'entraîneur Zinedine Zidane. Donc, pour moi, le Real aujourd'hui
veut tout donner pour cette Ligue des Champions et ça change complètement la donne. C'est vrai, le Real n'est pas en forme en Liga. Le Real, la dernière fois, a encore été tenu en échec par le 17e au classement. On voit tout ça, on se dit que le Real n'est pas en forme, que le Paris Saint-Germain va marcher sur le Real. Mais moi, je me dis que le Real sait qu'il n'a que la Ligue des Champions. Le Real va tout donner pour dans cette rencontre. Mais en face, reconnaissons-le quand même qu'il y a une bonne équipe du Paris Saint-Germain. Si dans le mental ça va, cette équipe-là peut faire quelque chose. Et moi, je dirais que c'est sur ce point-là que je vois que ce sera un match intéressant, aussi bien à l'aller qu'au retour. Attendons de voir celui qui l'emportera. Real. Oui, Angelo, tu as demandé qui avait la pression. Oui. Moi, je pense que ce sont les deux coachs. Aujourd'hui, ce n'est même pas une question d'équipe. Zidane avait tout ce qu'il vit actuellement. Si, comme Fifi l'a dit, Zidane arrivait à rater la dernière compétition qui reste, ce serait la porte carrément. Et de l'autre côté, Unai Emery, qui a déjà vécu le fiasco barcelonais, si il se loupe encore une fois, même face au Grand Real, il ne pourra plus être l'entraîneur des joueurs de la capitale. Voilà. Roméo, le Real Madrid-Paris Saint-Germain, c'est un duel également de buteurs ou bien d'un trio. On va s'intéresser à la BBC. Le but marqué au niveau de cette C1 là, ça fait 12. 9 pour Cristiano Ronaldo, 2 pour Benzema, un seul but pour Gareth Bale. Et du côté de la MCN, Mbappé, Cavani, Neymar, c'est 10 buts marqués. Ce trio là, face à la BBC, doit aussi également parler. Oui, c'est un point important également dans cette rencontre. Sauf que depuis un certain temps, la BBC ne répond plus tellement. Quand vous prenez le dernier match du Real Madrid, on se rend compte que cette BBC a un petit souci. Par contre, au niveau du Paris Saint-Germain, on voit que ces joueurs-là sont en confiance. On sait que le Real Madrid est taillé pour la Ligue des Champions, mais quand vous revenez un peu sur les derniers matchs du Real Madrid en Ligue des Champions, là on peut dire qu'il y a une petite marge de doute par rapport aux Madrilènes. Face à Tottenham, on se disait que c'était le match aller à Bernabeu qui s'est soldé sur un but partout. Au match retour, Tottenham s'est imposé 3-1. Ça démontre tout simplement qu'aujourd'hui, les Madrilènes ne sont plus tellement en confiance. Quand vous prenez les Parisiens, que ce soit en Ligue 1, ce sont des joueurs qui sont vraiment épanouis, qui arrivent à marquer beaucoup de buts, à se faire du plaisir, contrairement aux Madrilènes qui sont aujourd'hui dans un doute profond. Je crois que la pression est beaucoup plus sur le Real Madrid qui reçoit à domicile. Et n'oubliez pas, c'est un 14 février. On sait ce qui se passe le 14 février pour le Paris Saint-Germain. Heureusement que le match se joue à l'extérieur. Mais ça peut être également un avantage pour les Parisiens qui vont recevoir au Parc des Princes. Ce match va être compliqué, mais la décision finale revient aux deux coachs, comme l'a dit Armel Waba, parce que l'effectif le choix que feront Zidane et Unai Emery vont être déterminants dans le résultat final. Franck, on va également avoir votre avis. Là, Real Madrid-Paris Saint-Germain, c'est un match à 100 à l'heure, on peut dire. C'est la plus grosse affiche de ces huitièmes de finale, rien à dire. Deux grands clubs vont se retrouver. Quand je dis deux grands clubs, parce que depuis un moment déjà, le Paris Saint-Germain est en train de se construire pour gagner la Ligue européenne des champions. En face, c'est quand même une équipe qui a gagné la compétition en 12 reprises. Donc, lorsque vous mettez tout ça là, côte à côte, ça veut dire qu'on va suivre un match assez intéressant. Maintenant, quand vous prenez le Paris Saint-Germain avec une attaque de feu, Cavani, Mbappé, Neymar et Di Maria qui revient très fort et qui pourrait même jouer ce match comme un ex du Real Madrid. Ah oui, justement. Ça pourrait jouer. Vous le voyez titulaire ? Je suis en train de le voir parce que depuis quelques matchs, il marque but sur but, il revient dans l'équipe, il revient dans l'effectif. Ça peut être un apport important pour le Paris Saint-Germain. Donc je pense que sur ce match, Neymar également va vouloir s'exprimer, va vouloir faire la différence. Il retrouve le Santiago. Il retrouve Pelouse qu'il connaît très bien. Très très bien. Donc je pense que c'est un match assez intéressant et en même temps important pour le Paris Saint-Germain. Maintenant en face, c'est le Real Madrid qui a tout perdu et qui ne veut rien entendre qu'une victoire face au Paris Saint-Germain. Donc, je pense que Ronaldo et ses coéquipiers sont capables d'aller chercher le Paris Saint-Germain, de faire la différence. Moi, je ne pense pas qu'il y ait, on va dire, cette histoire, ce paramètre de domicile. Le Real Madrid peut-être ne se comportera pas bien à Santiago Bernabéu, mais du côté du Paris Saint-Germain peut faire quelque chose. Donc aujourd'hui, l'équipe qui est un peu désavantagée, c'est le Paris Saint-Germain qui est toujours en quête
d'une coupe. D'accord. Je pense que le Real est, je ne veux pas dire largement au-dessus, mais le Real peut maîtriser cette partie et gagner à l'arrivée sur les 2 matchs. Michel, on a vu le transfert extraordinaire quand même de Neymar à l'arrivée du côté de Paris Saint-Germain. Est-ce que il est prêt pour donner cette coupe-là au club francilien? Prêt, je ne sais pas, mais c'était l'objectif. Et dans sa tête, ça passe par là, puisqu'il veut être ballon d'or. Donc ce match va être décisif. Moi, quand je vois la position des 2 clubs dans leurs championnats respectifs, quand vous prenez le PSG dans la Ligue 1 Conforama, c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. On peut tirer déjà le 20 là-bas. On peut dire que le PSG peut passer. Il est comment facilement. Le 20? Le vin peut être salé pour mon club, le Real Madrid. Okay. Mais quand vous voyez l'expérience du Real Madrid, comme l'a dit tout à l'heure Franck, au niveau de la Ligue européenne des champions, là, il se pose des doutes. Je pense que le Real Madrid peut facilement damer les pions au club de la capitale française. Est-ce que vous attendez un autre Real face au Paris Saint-Germain dans cette compétition? Oui, forcément, parce que le Real aussi a intérêt. Parce que Fifi l'a dit, le Real a tout perdu. Aujourd'hui, il ne lui reste que la Ligue européenne des champions. Donc le Real va vouloir se transcender justement sur ces 2 matchs aller-retour pour pouvoir avoir la qualification et Zidane aura à sauver sa saison. Même si, Angelo, on parle aujourd'hui du grand Paris Saint-Germain, il faut quand même noter que le Paris Saint-Germain aussi n'arrive pas à négocier les grands rendez-vous. On voit le Paris Saint-Germain en Ligue 1 Conforama contre Lyon, c'était compliqué. Face à l'Olympique de Marseille aussi. Nantes aussi, c'était très dur. Vous avez vu, on a refusé un but injuste du jeune Salah. Et puis contre le Bayern de Munich en Ligue européenne des champions. Donc on se dit, le Paris Saint-Germain aujourd'hui aussi n'est apparemment pas à gagner. Vous avez les arguments pour votre Real. Donc le Real peut passer. Ah oui, c'est intéressant. Oui, Ezekiel, rapidement, oui, puis on passe à notre affiche. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'attaque du Paris Saint-Germain, mais lorsque le Paris Saint-Germain avait coulé face au FC Barcelone, c'est le milieu de terrain du Paris. Vous attendez à quel milieu? Thiago Motta, Verratti, Rabiot ou Di Maria en quelque sorte? Rabiot justement, je pense qu'il a forcément sa place dans ce milieu de terrain. Maintenant, est-ce que le coach va vouloir faire confiance à Di Maria? Si Di Maria là, ce serait un apport encore plus offensif. Maintenant, le Paris Saint-Germain doit contenir le Real Madrid, qui est également un milieu de terrain très solide. Avec Toni Kroos, Modric, c'est un milieu c'est un milieu de terrain très solide. Donc je pense que le gros du problème, le souci du Paris Saint-Germain sera au niveau de ce milieu de terrain là. Comment remporter la bataille du milieu de terrain? Pourquoi ils ont fait venir Diarra? Voilà. Il semble aussi qu'il peut être titulaire dans cette partie. La clé de ce match passera par ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain. S'ils arrivent quand même à contenir le Real, je pense que ce serait un match pas autant compliqué pour le Paris Saint-Germain comme on pourrait le penser. Maintenant, l'autre aspect de ce match-là, je crois que le Paris Saint-Germain dans son championnat joue plutôt des matchs d'entraînement et non des matchs de championnat. Et ça pourrait jouer contre le Paris Saint-Germain. Une certaine suffisance au oui, passage. Si le Real, par exemple, est contraint au partage des points par le 17e de la Liga, ça veut dire qu'il y a plus de compétition. Le Barça joue des matchs difficiles contre le dernier de ce championnat, de cette Liga, alors que du côté de la Ligue 1, c'est pas pareil. Donc je pense que peut-être ça pourrait jouer contre le Paris Saint-Germain. On va s'intéresser à une autre affiche. Oui, on peut le dire parce que ce sont quand même 2 anciens vainqueurs de la Ligue des Champions. Le FC Porto de Vincent Aboubakar face au Liverpool de Mohamed Salah. On a l'impression que c'est une affiche de CAN, de finale de CAN entre le Cameroun et l'Égypte. Armel Waba. Avantage à l'Égypte. Mohamed Salah en forme, extraordinairement très très offensif. On peut dire que à qui l'avantage dans cette partie? Liverpool Porto. Et Porto. Oui. Attention, il ne faut pas sous-estimer les Portugais qui ont une grosse expérience dans cette Ligue des Champions. On se rappelle de 2004 et bien d'autres années où... Ça, c'est vieux, ça. C'est vieux, mais l'histoire, elle compte dans, dans cette compétition. Maintenant, je pense que Liverpool surfe sur une dynamique extraordinaire. Même en Champions League, on a vu cette équipe de Liverpool infliger un score fleuve bien souvent à des équipes. Mais attention,
ce qui m'inquiète, c'est toujours cette défense-là, hein. Même avec l'arrivée du néerlandais. Van Dijk, si on veut. Ah oui, ça dépend. Liverpool n'est pas encore guéri de ce mal-là. Liverpool souffre encore de cette défense poreuse, très perméable, hein. Donc, face à des attaquants comme Aboubacar Vincent, qui a été justement très extraordinaire en phase de poule, il va falloir faire très attention. Roméo, votre avis là-dessus? Salah face à Aboubacar dans un match de Ligue des Champions? Si le match ne se limitait qu'à ça 2 joueurs, je pense que Salah devrait gagner. Heureusement que c'est une rencontre qui oppose 2 équipes. Le FC Porto, c'est vrai, par le passé a démontré de belles choses, mais cette saison, on ne voit pas tellement cette équipe portugaise, même en championnat, c'est difficilement que Porto arrive à s'imposer. Pour l'instant, ils sont leaders. Hein. Oui, ils sont leaders, aucune mais défaite. On sait que par le passé, c'est une équipe sur pratiquement toutes les rencontres, arrive à gagner facilement, mais cette saison, il y a quelques difficultés. N'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup de départs également du côté du FC Porto. Or, on voit que Liverpool commence par revenir en de meilleures formes. On voit Liverpool en Ligue des Champions, en championnat. C'est une équipe qui est en pleine confiance. Je pense que le match aller va être très important pour les 2 formations. Mais je mets une pièce sur Liverpool. Et nous fermons la page de cette Ligue des Champions. Nous rappelons que les matchs ont lieu mardi, Juventus-Tottenham et puis FC Bâle Manchester City. Mercredi, Real Madrid-Paris Saint-Germain. Puis le FC Porto qui reçoit au Stadio Dragao, Liverpool. Les matchs démarrent à partir de 19h45 temps universel. Et nous allons remonter le générique Plateau Foot et juste derrière quelques matchs de Ligue Europa. Et nous enchaînons avec les 16e de finale de la Ligue Europa qui se disputent jeudi. On va s'intéresser à ce match-là entre Östersund face à Arsenal. Bon, d'aucuns diront qu'il n'y a pas match. Dortmund qui joue face à Atalanta. Dortmund avec Michy Batshuayi, on peut dire peut-être une belle issue pour les Jaunets Noirs. Les Jaunets Noirs voudront quand même continuer la compétition sur le plan européen parce qu'en championnat, ce n'est pas ça. Ils sont abandonnés. Aujourd'hui, ils sont à la 4e position. Donc, cette compétition pourrait peut-être permettre aux Jaunets Noirs de sauver leur saison. Donc, face à cette équipe d'Atalanta qui n'est pas facile à jouer. Ah oui, justement. Donc, je crois que sur le papier, Dortmund est devant avec Batshuayi, vous l'avez dit, qui a montré de très belles choses. Non, il a déjà joué en Ligue des Champions, donc il est out. Il va pas justement. Jouer, donc, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient valablement le remplacer. Donc, sur le papier, Dortmund est un peu devant Atalanta. Ah oui. Du côté de la France, on va s'intéresser à l'Olympique de Marseille qui reçoit Braga et puis OGC Nice qui joue face à Lokomotiv Moscou. Ça pouvait passer pour les clubs français. Ça pourrait passer. Lyon surtout face pour à Villarreal également. Surtout pour Marseille, quand on voit la forme actuelle de Marseille oui. Et plus de défaites depuis plusieurs journées du championnat. Ils sont véritablement en confiance et avec Thauvin devant Mitroglou qui revient petit à petit. Donc, je me dis, en Persie, ça doit passer également pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, Nice qui joue le Lokomotiv Moscou, ce sera un peu plus compliqué parce que Nice, ce n'est pas ça en championnat. Ce n'est pas Nice que nous avons vu la saison dernière. Nice, cette saison qui est très très loin des meilleurs et qui peine même à se tailler une place. Et quand on connaît les Russes, surtout à domicile, qui sont intraitables, je me dis que ce sera forcément difficile pour Nice dans ce match. Maintenant, il y a Lyon. Face à Villarreal. Difficile également. Difficile, équilibré. Difficile, équilibré. On va s'intéresser à l'Atlético Madrid qui joue sur la pelouse du FC Copenhague. L'Atlético en Ligue Europa, c'est peut-être réapprend à jouer cette compétition, puisque l'Atlético, on sait qu'en Ligue des Champions, c'est une redoutable équipe, mais cette saison, l'équipe a beaucoup peiné, heureusement pour les Colchoneros, puisque Diego Costa de retour à la maison fait du bien à cette formation. Justement. Donc, on peut compter justement pour ce joueur-là pour faire quelque chose dans cette compétition, surtout aller loin.
Et du côté de l'Italie, on suivra de très très près la rencontre Ludogorets Milan AC et puis Napoli face à Leipzig. Oui, c'est un gros match, Napoli contre Leipzig. Leipzig qui revient dans son championnat en Bundesliga. Oui. Et puis le Napoli leader de la Serie A italienne. Je pense que le Napoli part quand même avec la faveur des pronostics. Mais attention à ces Allemands qui ne cessent de surprendre depuis la saison dernière. Oui. Mais je pense que ça devrait passer pour le Napoli, même si ça peut être difficile. Maintenant, le Milan AC, depuis l'arrivée de Gattuso, retrouve peu à peu des couleurs. À part la première défaite depuis son arrivée, le Milan reste invaincu jusque-là. Donc, je pense que le Milan AC est dans une très bonne dynamique et devrait passer face à Ludogorets. Et on va également rappeler à nos chers auditeurs qu'il y a déjà il y aura déjà un match avancé le mardi. Ce sera entre l'Étoile Rouge de Belgrade et le CSK Moscou. Vous comprenez pourquoi? Parce que de l'autre côté de l'Est, fait tellement froid ces derniers temps. Et donc, j'imagine déjà... C'est compliqué pour les adversaires. Ah oui, très, très compliqué. Surtout pour les équipes situées à l'ouest. À l'ouest, qui se déplacent vers l'est, on est obligé de jouer avec les gants et... Heureusement qu'il y a l'Étoile Rouge de Belgrade. Ce sont deux équipes de l'Est, de l'Europe de l'Est, donc ça ne devrait pas être compliqué. Ils sont dans la même zone géographique. Fini pour les matchs européens qu'on va suivre mardi, mercredi et jeudi prochain, et nous serons ensemble vendredi pour le décryptage. Fini, et on ouvre la page des majeurs. English Premier League News. Et nous démarrons avec la Première Ligue anglaise. Nous disputions la 26e journée, je pense le week-end dernier, avec ce gros match à Anfield Road entre Liverpool et Tottenham. Armel Waba, au finish de cette rencontre explosive, c'est 2 buts partout. Est-ce que le score reflète la forme du moment des deux équipes? Généralement, non. Que Liverpool domine plutôt ces sujets ces derniers temps. Liverpool, on l'a vu, a dominé à la maison Manchester City avec justement beaucoup de buts, 4 à l'arrivée. La dernière fois, il y avait aussi un peu de polémique en l'air, notamment justement sur le deuxième but marqué par le Prince Harry, le penalty, d'aucuns disaient qu'il n'y avait pas penalty. Est-ce que sur le premier penalty, il y avait matière à discuter là-dessus? Plutôt le premier, moi je crois que c'était justifié. Et le deuxième, c'était plutôt le deuxième où voilà quoi, chacun pouvait Van donner Dijk son avis. ne touche pas Lamela selon vous? Non. Il ne le touche pas. À aucun moment. Okay. C'est mon appréciation à moi. Mais toujours est-il qu'à l'arrivée, c'est 2 buts partout. Le Père Noël n'est pas encore parti. Voilà, c'est 2 buts partout avec un superbe but de Wanyama, un missile, un boulet de canon. Mais chers spécialistes, il y a 4 buts. Franck, lequel vous préférez? Quel est le plus beau but? Mohamed Salah, le deuxième ou le premier? Non, le deuxième. Le deuxième, ça a balayé toute la défense. Exactement. Ezekiel, vous? Oui, c'était le deuxième. Très beau but. Et Roméo? Je valide. Je valide également. Oh non. Et le but de Wanyama, ça ne vous dit pas grand-chose? C'est un beau but. C'est un magnifique but. C'est plutôt celui que moi je préfère. Ça fait 4 contre 1. Donc bon, là tu es dominé. Ouais, j'ai perdu les 3 points. Dans la conception, celui de Mohamed Salah demande l'inspiration est géniale. Technique. Oui. Pour pouvoir réaliser ça c'est vrai. Ce geste entre des défenseurs. Ah oui, je vous imagine en train de faire ça. Ça doit être magnifique à voir. Oui, Armel, allez-y. Oui, on a fini avec ce match. Donc, à l'arrivée, 2 buts partout. Oui. Il fallait être du côté d'Anfield. Il y avait un spectacle énorme, un public très, très enthousiaste. Mais 2 buts partout, comme je l'ai dit. L'autre équipe qui a également calé, c'est celle de Manchester City en déplacement face à Burnley. 1 but partout. Les hommes de Pep Guardiola enregistrent leur troisième match nul de la saison. Et qui en a profité, c'est bien sûr José Mourinho et les siens. Vengé, puisqu'à l'aller, Huddersfield a également battu les Reds de Vos. Il y a quelqu'un qui s'est gosé ici. Non, laisse-le, la caravane. Justement. Il faut souligner le premier but Sanchez sur penalty, même si ça a été à deux reprises. Mais penalty, c'est un but après tout. C'est un but, n'est-ce pas? Et il a fait Teddy. Et votre club de Huddersfield est en train de s'engluer au niveau de la zone rouge.
de ce championnat. Ça ne sert à rien de commencer fort. Mounier est toujours là? Il est toujours là. Oh là là. On va s'intéresser à Mourinho. Mourinho avec notre ami Joël Aïe qui est là. Lui, c'est un grand fan de Manchester United. On a l'impression... Un grand fan de Mourinho. Il y a une différence. C'est-à-dire, si José venait au Togo, il allait le suivre. Bonjour Joël. Oui, Angelo, bonjour. Comment vous portez-vous? Oh, je vais bien. Alors, Mourinho qui gagne 2-0 face à Huddersfield. Les points sont bons à prendre dans la dernière ligne droite du championnat? Très, très, très bon à prendre. Surtout qu'on prépare activement ce match retour face à City. Donc, c'est très important, ces 3 points. Ah oui, et la dernière fois, dans un match, je ne me rappelle plus lequel, on a vu Fellaini qui est rentré blessé après 2 ou 3 minutes de jeu. Ouais, et pourtant, Mourinho a un bon effectif. Mais qu'est-ce qui se passe avec Manchester United cette saison? Oui, aujourd'hui, sincèrement, je pense que c'est un problème de communication avec ce système de jeu de Mourinho qui défend certaines fois aux joueurs de ne pas jouer, de laisser la possession du match à l'adversaire, de ne procéder qu'en compte. Des fois, ça réussit, mais c'est pas toujours comme ça. Puis, il faut avoir des joueurs disposés pour ces schémas tactiques. Malheureusement, avec Manchester, on n'avait pas cette culture au départ. Vous allez remarquer, depuis le temps de Alex Ferguson, ce système n'a jamais fait en Manchester. Mais avec Mourinho, on sait que c'est un monsieur, il fait ce qu'il pense, bien ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Donc, aujourd'hui, il est avec nous, c'est vrai, il fait ce qu'il faut, il peut faire. Mais franchement parlant, on n'a pas encore cet effectif, cette culture de jeu de Mourinho. Ce n'est pas encore la culture à Manchester. Que va apporter Alexis Sanchez dans le jeu de José Mourinho, dans les résultats? On espère beaucoup de choses, surtout ses techniques. On sait quand même que c'est un joueur qui est capable de beaucoup de choses. Donc on espère qu'avec sa venue à Manchester, il va porter dignement dans sa 7. C'est vrai, il a commencé timidement. C'est la dernière fois il a marqué ce penalty doublement et Huddersfield. Non, face à Huddersfield plutôt. Bien sûr. Et il a fêté dignement comme ironiquement Armel le disait. Mais un but c'est un but et il a bien fait. C'est son premier but à Old Trafford. Vivement que ça continue et qu'il marque beaucoup plus de buts et rehausser Manchester pour qu'on puisse titiller le haut du sommet. En tout cas, nous rappelons que Manchester est second au classement, derrière Manchester City. Des nouvelles de Chelsea, Armel? Chelsea, plus rien ne va avec Antonio Conte ces derniers temps plutôt... Voilà quoi, qui fait un peu pitié. Est-ce que vous confirmez l'arrivée de Luis Enrique à Stamford Bridge? Oui, il y a rumeur. On sait que le Russe Roman Abramovich n'est pas du genre patient. Du coup, quand ça ne va pas, il change rapidement. Conte lui-même ne serait plus en odeur de sainteté là-bas à Londres. Il se sentirait un peu perdu dans la nature. Donc, il voudrait retourner en Italie. Donc, tout se prépare pour que Conte quitte l'Angleterre. Mais toujours est-il que Watford a infligé une très grosse défaite à Chelsea avec notamment des buts de Lefeu, un ancien du Barça, de Pereira, un Uruguayen. Chelsea n'a pas su réagir. 4-1, c'était trop lourd. Il faut signaler aussi le match nul entre Leicester et Swansea. Swansea, c'est l'équipe qu'il ne faut pas rencontrer ces derniers temps. 7 points sur 9 possibles. Swansea, on comprend pourquoi. Ils sont désormais 17e, c'est-à-dire ils sont sortis de la zone rouge. Il faut aussi s'intéresser au festival d'Arsenal à domicile. Avec la première, bien sûr, du Gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, de la finesse. Roméo, c'est bon pour lui? Vous êtes bien parti pour Aubameyang? Oui, c'est bon pour lui, même si sur ce but, il y avait hors-jeu. Mais l'essentiel, c'est de marquer. Il a été très adroit. Je pense que dans le dispositif de Arsène Wenger, Pierre-Emerick Aubameyang joue un très grand rôle. Avec sa vivacité, il apporte beaucoup aux Gunners. Et si ça peut continuer comme ça, je crois que le Gabonais va faire une très belle saison avec Arsenal. Avec des trophées à la clé? Des trophées, ça va être compliqué. Mais pour sa performance individuelle, je crois qu'il fera de merveilleuses choses. Pourquoi pas frapper à la porte d'autres grands clubs européens? Peut-être un trophée, mais pas des trophées. Allez, rapidement, résultat? Oui, excuse-moi. Autre résultat, West Bromwich Albion qui s'incline à domicile face à Southampton, Crystal Palace, Newcastle 1-1. 34 buts ont été marqués lors de cette 26e journée. Et au classement? Au classement, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal. 17e Swansea, désormais
ou plutôt au premier avant non relégable, si vous voulez. Stoke City, 18e, Huddersfield, 19e, et West Bromwich Albion ferme la marche. Et au classement des meilleurs buteurs, Harry Kane, 22 buts, en 25 buts, talonné par Mohamed Salah, 21 en 25 buts, Sergio Aguero, 25 matchs. En 25 matchs, excusez-moi. Merci. Sergio Aguero, 17 en 21 matchs. Raheem Sterling, 14 en 24. Le premier français, il se nomme Alexandre Lacazette. 9 petits buts en 25. Attention, marquer des buts en première ligue, c'est pas du gâteau. 9 buts, c'est énorme. C'est pas du gâteau, monsieur Armel Waba. Avant. Ah oui, justement, la prochaine journée, il n'ira plus à Arsenal. La prochaine journée, on aura le choc londonien entre Tottenham et Arsenal. C'est très fumant. Swansea va réserver son accueil à Burnley. Un match là aussi très intéressant. Huddersfield va essayer de se relever face à Bournemouth. Manchester United défie Newcastle United. Chelsea va recevoir West Bromwich Albion. Et on peut aussi s'intéresser à Everton qui va recevoir Crystal Palace. Manchester City sera face à Leicester d'un certain Riyad Mahrez. Ah oui, qui range son frein du côté de Leicester. Voilà, qui sera sans doute encore absent pour ce match. Ah oui, parce qu'il est en train actuellement de bouder son staff. Parce que... Il est porté disparu. Mr. Wamba, thank you very much. Et on va filer dans le pays où c'est pas bon de marquer très tôt dans les matchs. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Et l'on s'intéresse à la Liga Española avec le Real Madrid qui était en déplacement à Levante. Oui, le Real a mené. Mais qu'est-ce qui s'est passé après Romeo Yetor? À la fin, c'est 2 buts partout entre les deux formations. Mais on a eu à suivre une rencontre très intéressante. Surtout la seconde mi-temps, puisque la première mi-temps, Levante, on va dire, a démissionné, ne fait que balancer les balles. Mais à la pause, le coach a dit, même s'il faut frôler la perfection face au Real Madrid, il faut le faire. Et en seconde mi-temps, on a vu une équipe complètement transcendée qui arrive à posséder le ballon, même à un moment donné, dominer le Real Madrid. Certes, le Real avait ouvert le score, mais ils ont égalisé après le Real. Après l'avantage, grâce à Isco sorti du banc, avec la sortie de CR7. Et voilà, dans les derniers instants de la rencontre, eh bien, Levante a dit non, je garde les choses. Et puis, on marque le deuxième but et ça fait le 2 buts partout entre les deux formations. Je crois que dans cette rencontre, on a vu une équipe de Levante très volontaire, avec des joueurs individuellement pris qui sont très bons. On parle d'un certain Emmanuel Boateng, le gagnant de 21 ans. Il y a également un autre Ivoirien, Koulibaly Cheikh, je crois, qui a également Doucouré Cheikh, qui a fait un très bon match. Un certain, je crois, j'ai oublié un peu le nom, le défenseur de cette formation également, qui a donné du fil à retordre à l'attaque madrilène. Je pense que ce match mérite vraiment d'être revu, surtout par les Madrilènes, puisqu'ils ont connu beaucoup de difficultés dans cette rencontre. Franck Mounyama, le Real, depuis le début de saison, n'a enchaîné que 4 victoires, c'était d'affilée, bien sûr. Ce n'était qu'à la 6e, 7e, 8e, 9e journée. Et depuis, difficile d'enchaîner 3 matchs gagnés. Oui, cela confirme un peu le mal que le Real a maintenant de pouvoir peut-être en train de le payer, ou soit c'est quand même une régression et ça peut arriver à tous les joueurs de haut niveau. Il y a un cycle. Oui, il y a un cycle. On peut être en forme cette saison et la saison suivante, on est dans le dur. Donc je pense que c'est ce qui arrive un peu au Real aujourd'hui. C'est pas Ramos, ce n'est pas ça. Varane, ce n'est pas ça. Casemiro, Marcelo. Eux tous, vraiment, c'est un peu le dur pour eux. Et je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais le constat est que le Real ne se porte pas bien. Là, l'autre club, qui a, on peut dire plus ou moins la forme, mais qui reste leader, c'est le Barça. Dans le derby catalan, ça a été difficile. Ça a été difficile, même en coupe entre les deux formations. Mais cette fois-ci, les Barcelonais
ont trouvé leur salut, si on peut le dire ainsi, par l'intermédiaire de Gérard Piqué qui a égalisé. Et puis quelle célébration, qui a d'ailleurs obligé la Liga à avoir maintenant un œil assez vigilant sur les célébrations. Pour l'instant, aucune décision n'est sortie, mais la Liga veut regarder maintenant clair dans les célébrations et également dans les simulations, parce que ça provoque des énervements du côté des supporters. Et là, le geste de Gérard Piqué, je crois que il en a fait de trop. Demander aux supporters de se taire après avoir égalisé, c'est vrai. Et dire que l'Espagnol n'est pas un club de la Catalogne. Voilà, je crois que ces déclarations ces derniers temps, c'est pas du tout bien pour Gérard Piqué par rapport à son expérience. Justement, Piqué était sifflé tout le match, donc c'est pour ça que lorsqu'il a marqué, il a demandé aux supporters de se taire. Piqué, finalement, c'est le mal aimé. Est-ce qu'il ne s'affiche pas de façon négative? Possible, parce que déjà, quand il va à Madrid, il est sifflé, maintenant même à Barcelone, il est sifflé. Je pense que Piqué, il est en train de s'afficher négativement, mais on est en train de parler justement de lui. C'est peut-être ce qu'il veut. Donc, si c'est ça, il a réussi. Ah oui. Roméo? Les autres résultats, on dirait que Atlético Madrid épingle Valence 1-0. Aïba nous a surpris face à FC Séville. On ne s'attendait pas à ce score. 5-1 pour Aïba. Retafe de Diendakonam accroché à domicile par Leganés 0-0. Alaves bat Celta Vigo 2-1. Même score pour Betis Séville face à Villarreal. Girone passe 2-0 à Athletic Bilbao. Las Palmas épingle Malaga 1-0. La Real Sociedad, déjà vendredi, a bien entamé cette 22e journée en passant 5-0 à la Couronne. Et la décision juste au lendemain, c'est Clarence Seedorf voilà. qui prend donc vous faites si bien. Clarence Seedorf, nouveau coach de Deportivo La Corogne. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Apporter peut-être son expérience. On sait qu'il a été un très grand joueur et des Pays-Bas et aujourd'hui ancien du Real, du Milan AC. Oui. Et en tant que coach, il est passé par le Milan aussi. Oui, tout comme Gattuso, il va apporter son expérience. Maintenant, on verra dans l'exécution de sa tâche si réellement il a le niveau d'être un grand entraîneur également à ce niveau. Michel, il prend un club qui est complètement à la rue. J'espère qu'il va réussir. Vivement. Parce que l'expérience au niveau du Milan, c'est pas ça. Au niveau de la D2 chinoise avec Shenzhen, ce n'est pas aussi ça. Et on l'a appelé, on va dire, au Brésil. Vous savez qu'avant de raccrocher, il a fait un tour là. Justement. Donc j'espère pour lui qu'il va réussir. Sinon, c'est un très très grand joueur qui connaît bien le championnat espagnol et vivement. C'est notre souhait pour lui. On va poser une question par rapport à Cristiano Ronaldo que vous aimez tant, le boss comme vous l'appelez souvent. Est-ce qu'il va finir Pichichi? Oui, il l'a dit. Maintenant, on croit en lui. Vous savez que Ronaldo, c'est une personne de défi. Oui. Et quand il le dit, il va le faire. Maintenant, ça va être très difficile. On prend le pari. On va ressortir la bande. Il n'y a pas de souci. Moi, je compte sur lui. Vous savez que je peux parier pour Cristiano Ronaldo. D'accord. Parce qu'il a dit, il va arriver. D'accord. Maintenant, sur le terrain, c'est très difficile. Défoncer largement par Messi. Bon, on attend de voir. On attend de voir. Roméo, le classement. Le classement, le FC Barcelone garde la première place avec 58 points. Atlético Madrid deuxième. 42 points, Valence 3e avec 40 points, le Real Madrid est 4e avec 39 points avec un match à jouer, 5e Villarreal 37-33 pour Séville, 6e Retafe chute maintenant dans le classement, 11e avec 29 points, les relégables, Deportivo La Corogne 17 points, Las Palmas 19e avec 17 points également, et puis Malaga ferme la marche avec 13 points, les buteurs Messi 20 réalisations, Suarez 16 et puis Aspas 15. Cristiano. La prochaine journée. Cristiano, oui, je crois. Oui. Armel, vous n'avez pas le micro. La prochaine journée. Qui démarre ce soir, Athletic Bilbao contre Las Palmas. Samedi, Villarreal reçoit Alaves. Atlético Madrid se déplace chez Malaga. Leganés joue contre Eibar. Real Madrid contre la Real Sociedad. Dimanche, l'FC Séville contre Girone. Le FC Barcelone reçoit Retafe, un match très intéressant à suivre. À suivre. Celta Vigo contre Espanyol Barcelone, FC Valence contre Levante, et puis lundi en clôture Deportivo La Corogne contre Betis Séville. Retafe, Barcelone, Retafe, Diendakonam face à Messi, face à Suarez. On a vu le match aller. Et Retafe avait mené un score avant de se faire attraper puis battre à la fin.
Mais ce sera un peu plus compliqué cette fois-ci parce que Getafe se déplace. On espère que... Mais tout est possible. Hein. Tout est possible. On espère que Diène Dakonam et ses coéquipiers vont faire quand même douter le FC Barcelone. En tout cas, nous, on suivra cette rencontre. National. Voilà. On suivra cette rencontre de bout en bout pour revenir là-dessus le vendredi prochain. Muchas gracias, señor Romeo Yetor. Cette fois-ci, autre direction. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Une fois n'est pas coutume, Franck Lunyama, nous allons avoir les nouvelles du Borussia Dortmund avec Michy Batshuayi qui commence bien avec les jaunes et noirs. Oui, visiblement ce n'est pas un mauvais coup pour les jaunes et noirs. Il a commencé avec un doublé, c'est important, face à Cologne, battu. Et voilà, le doublé de Batshuayi. C'est important pour lui, pour la confiance aussi et puis pour le club. Oui. Vous prenez un joueur qui vient d'arriver pour son premier match, réalise le doublé, ça veut dire qu'il y a tout de suite, est-ce qu'on peut parler d'intégration, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est bien rentré dans le match avec 2 buts et un but de André Schürrle, qui est aussi n'a plus marqué depuis un moment. Donc Dortmund fait un bon coup en allant gagner à l'extérieur 3-2 face à Cologne. Parce au classement, la lanterne rouge, donc ce n'est pas aussi quelque chose à créer, mais c'est un match qui a fait réagir le directeur exécutif du club, Joachim Watzke, qui a rappelé à tous les joueurs, désormais celui qui veut tenter encore cette opposition aura du mal à s'en sortir. Pour parler du feuilleton de Dembélé et de Pierre-Emerick Aubameyang. Il a même demandé à la cellule de recrutement de prendre des joueurs qui veulent se donner pour le club, pas des joueurs qui veulent faire du spectacle et faire, je ne sais pas, provoquer le club. Parce que au-dessus du club, il n'y a rien. C'est le club qui est au-dessus. Voilà. Donc, la sortie, elle est assez autoritaire. Elle est autoritaire, il a bien signifié. C'est vrai qu'ils ont encaissé pratiquement 210 millions sur les 2 transferts. Justement. Mais il dit l'équipe qui avait gagné le championnat pour la dernière fois n'a rien à voir avec celle-ci. C'est-à-dire que cette équipe a plus de qualité, mais on ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à tenir tête au Bayern ou bien aux autres. Donc, il a été très clair. N'essayez plus. et c'est une réaction d'un autre âge, peut-être de Napoli. Vous n'êtes pas d'accord? Même pas du tout. Moi, j'ai un principe, quand un joueur n'est plus, quand il n'a plus son cœur dans un club, je ne sais pas pourquoi on essaie de le retenir. C'est même au désavantage du club. Il ne fallait pas tout ce feuilleton pour que Aubameyang parte. Maintenant, quand il dit le joueur n'est pas au-dessus, tout ça, est-ce que le joueur n'a pas rendu service au club? Et le joueur n'est pas au-dessus du club, selon lui. Je sais, mais quand on rend service, on ne s'attend pas à ce genre de remerciement. Aubameyang, quand même, a propulsé le Borussia. Le Borussia, quoi qu'on dise, ce n'est pas quand même de la trempe du Bayern Munich. Mais Aubameyang était là. À chaque fois, il donnait tout ce qu'il avait. Il était meilleur buteur. Il a donné de sa personne. Il a donné de... Je ne sais pas. Je ne sais plus ce qu'il faut dire. Il faut que les Allemands comprennent que, oui, on sait, ils sont disciplinés et tout ça. La rigueur est là. La rigueur est là. Et elle n'est pas une mauvaise chose. Mais quand un joueur veut partir, laisse-le tranquillement partir. Roméo, est-ce que c'est le propre des Allemands? Je comprends pas pourquoi. Voilà. Bon, on va en venir tout à l'heure. Roméo va réagir après Michel. Très belle sortie. Oui. Parce que les joueurs, il faut savoir comment les prendre. Si on veut quitter un club, il faut dialoguer. Il y a une voie pour cela. Vous pensez que c'est du genre Zlatan Ibrahimovic qui croit qu'il est au-dessus de tout le monde? Non. Oui. Aujourd'hui, ce que fait Riyad Mahrez, je crois que ça va le rattraper plus tard. Parce qu'on ne peut pas aller dans un club où on se montre déjà indiscipliné dans son ancien club, on pense à aller dans un autre club. C'est le même comportement que vous allez afficher. Je crois que la sortie de ce responsable, moi, je la trouve intéressante. Et puis, si chaque club pouvait être autoritaire à ce point, je pense que parfois, les joueurs devaient revoir leur position avant de se prononcer. Mais en même temps, on revient à toi tout à l'heure parce qu'on va passer le micro à Ezekiel. Oui, Roméo a évoqué le cas Mahrez. Le Mahrez, moi, je pense que c'est quelque part, c'est vrai qu'on ne peut pas encourager ce comportement, mais on peut comprendre ce qui se passe avec Mahrez. Ça fait quand même le 4e mercato que ce joueur... Nous précisons que nous sommes en Bundesliga. Oui. Mais c'est juste un exemple. Voilà, c'est pour évoquer... Des fois, les joueurs ont raison. Par exemple, avec Mahrez, on lui ouvre la porte de sortie et au tout dernier instant, on ferme la porte, on dit non, il ne part pas, il reste. Alors que peut-être lui, il a déjà sa tête dans un autre club ou qu'il n'est plus à Leicester. Donc à la fin, ça énerve. Donc moi, je comprends un peu le comportement ou la réaction
de certains joueurs. Pas de tous, mais des fois, c'est la faute aussi au club qui ne veulent pas laisser partir les joueurs. Mais à un moment donné, vous savez, on est peut-être fatigué de porter le même maillot. On a envie d'aller voir ailleurs. Alors, on a envie d'autres défis. Oui, donc on laisse le joueur partir tout simplement. Les déclarations comme ça, c'est des déclarations des directeurs d'entreprise. Vous savez aujourd'hui que le football est nettement du business. Lorsque vous faites du business, vous voulez toujours garder ce qui vous arrange. Soigner son image. Voilà. Lorsque vous prenez par exemple... Et les joueurs aussi en font. Ils veulent ce qui est mieux pour eux. Ah, c'est clair. C'est à tous les niveaux. Prenez quand Armel dit les Allemands, ce n'est pas propre à l'Allemagne. Mahrez l'a fait. Ça, c'est en Angleterre. Et là, ça lui joue déjà un mauvais tour. Il semble que Pep Guardiola a fait une croix sur sa venue. Oh là là. Parce qu'il entre, on va dire, dans le bras de fer avec les dirigeants. Je pense que lorsque vous êtes sous contrat avec un club, quand il y a problème, discutez. Voilà. Allez au dialogue. Justement, c'est ça qui sauve un peu les joueurs. Si vous discutez, je crois que tout se retournera ou bien tout ira en votre faveur. Maintenant, quand vous rentrez en bras de fer, vous ne jouez pas. Physiquement, ça vous pénalise. Le club, il est là. Et demain, quand vous partez, peut-être, ça peut vous rattraper. Donc, je pense que c'est le dialogue qui pourrait changer cette situation. Donc, je comprends un peu la sortie de Joachim Randvaske qui a réagi comme un directeur d'entreprise. Lorsqu'il y a quelque chose qui n'arrange pas son entreprise, ou bien quelque chose qui arrange son entreprise, il a envie de pouvoir le garder. Il sait très bien qu'Aubameyang, c'est un élément important pour l'équipe. Bien sûr. Voilà pourquoi on est réticent à le laisser partir. On a fait monter les enchères. Un mot, 30 secondes et puis on passe à autre chose, Michel. Moi, je suis partagé. C'est vrai, gérer son club comme une entreprise, mais savoir aussi le gérer. Vous avez vu le cas d'Dembélé. C'est très difficile pour un joueur aujourd'hui de refuser quand même les propositions du FC Barcelone. Et quand ces propositions arrivent, il va falloir discuter avec le joueur. À un moment donné, on a senti que le Borussia aussi a voulu rentrer un peu en différent avec ses joueurs. Et donc, c'est ce qui a fait que Dembélé, par exemple, est parti de cette manière. Quand vous prenez le cas Aubameyang, à un moment donné, on ne le sentait plus. Mais sur le terrain, il a tellement donné au Borussia Dortmund. Donc, vrai, les joueurs doivent bien se comporter, mais les dirigeants aussi. On va s'intéresser à d'autres résultats. Bien sûr, celui de Bayern aussi. Schalke a perdu à domicile un but contre 2 face à Werder Bremen. Wolfsburg, Stuttgart ont fait jeu égal, un but partout. Mayence n'a pas tenu devant le Bayern de Munich, 0 but contre 2. Début de Franck Ribéry et de James Rodriguez. Fribourg, Bayer Leverkusen 0 partout. Hertha, Hoffenheim 1 partout. Mönchengladbach s'est incliné à domicile devant Leipzig 1-0. Augsbourg a dominé Francfort 3-0. Hambourg et Hanovre 96 du Togolais Ilas Bibou ont fait jeu égal, un but partout. Ça fait 20 buts au total, une moyenne de 2,2 buts par match avec 4 victoires, dont 3 à l'extérieur et puis 5 matchs nuls. Au classement, pas de changement. Le Bayern contrôle toujours les choses avec 53 points. Le Bayer Leverkusen suit avec un gouffre derrière, 18 points de différence. 35 points pour le Bayer Leverkusen. 35 points aussi pour Leipzig, 3e. Dortmund arrive en 4e position avec 34 points. 34 points aussi pour Schalke 04, 5e. Au bas du tableau, on retrouve Stuttgart à la 14e position, 21 points. 15e Werder, 20 points. 16e Mayence, 20 points aussi. 17e Hambourg, 17 points. Et puis 18e Cologne, 13 petits points. Buteur, Robert Lewandowski est dans son fauteuil royal parce que celui qui peut le concurrencer est parti. Aubameyang n'est plus là, donc il est à 18 buts. Aubameyang est resté à 13 buts. Et puis en 3e position, Alfred Finnbogason, le joueur d'Augsbourg, 11 buts. La meilleure attaque est à l'actif du Bayern de Munich, 51 buts. La meilleure défense aussi, 16 buts encaissés en 21 journées. La 22e journée qui commence cet après-midi. Alors, ce soir, on va dire, Leipzig qui reçoit Augsbourg et puis le reste des matchs samedi. Dortmund, Hambourg, Bayer Leverkusen et Tarbellin, Hoffenheim, Mayence, Francfort, Cologne. Hanovre 96 Fribourg, Bayern qui joue contre Schalke 04. Ça va être intéressant. Intéressant justement. Stuttgart, Mönchengladbach et puis Werder Bremen, Wolfsburg. Donc, mystère. C'est pas mystère, c'est Nouniama. On se dit à vendredi prochain. Et cette fois-ci, nous prenons autre direction. Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup.
La course au titre du côté de l'Italie, continue entre le Napoli et la Juventus. Et avec vous, on a les nouvelles. Oui, les week-ends se suivent et se ressemblent pour les deux cadors tout en haut du classement, le Napoli et la Juve. Oui. Un week-end avec des victoires et des clean sheets, puisque le Napoli a battu Benevento 2-0 grâce à Dries Mertens et Marek Hamzic. Et derrière, la Juve a étrié tout simplement Sassuolo 7-0 avec un doublé de Sami Khedira. Vous voyez, ceux qui ne marquent pas souvent ont eu l'occasion de marquer. 2 buts pour Sami Khedira, 1 but pour Miralem Pjanic et puis Alexandro, et le triplé pour Gonzalo Pipita Higuaín qui réussit son premier triplé justement avec pas trop tôt, avec la Juve. Il en avait réussi 4 avec le Napoli. Voilà, donc ça fait 7-0 pour la Juve. La Lazio a été battue par le Genoa, 1 but contre 2 à domicile, et l'Inter Milan qui fait du surplace, 1 but partout face à Crotone. Sur les 8 derniers matchs de l'Inter Milan, ça fait quand même 5 matchs nuls et 3 défaites. Donc c'est le petit 8, on doit dire, pour l'Inter Milan. Voilà, même si l'Inter a marqué 2 buts dans ce match, le score à la fin était d'un but partout. Comprenez, il y a Donnarumma qui a marqué contre son camp et puis un but de Suso. L'autre club du Milan, je veux dire, le Milan AC, le grand Milan, qui a fait un but partout face à Udinese. Et puis la Roma qui a battu le Hellas Vérone 1-0. C'est donc le club de Eusebio Di Francesco qui réalise la meilleure opération de cette 23e journée, puisque la Roma, les Giallorossi mettent fin à 7 matchs sans victoire. Donc voilà, la Roma se relance donc. On parlera également de la Fiorentina qui, après la défaite 4-1 la dernière fois à domicile, se relance à Bologne. Victoire de la Fio, 2-1. Cagliari Spal, victoire de Cagliari, 2-0. Le match nul de la Samp face à Torino, 1 but partout, et le but de Torino a été marqué par Afriyé Aqua. Vous le connaissez, le Ghanéen. Voilà. Et puis la victoire également de l'Atalanta face au Chievo, 1-0. Et au classement, le Napoli est toujours leader. Oui, le Napoli est toujours leader avec 60 points en 23 journées. Donc ça fait quand même longtemps qu'un club n'a pas réalisé. Il n'y a que 2 clubs d'ailleurs qui ont réalisé cet exploit dans la Serie A italienne. Il y avait l'Inter Milan lors de la saison 2006-2007 et puis la Juve lors de la saison 2013-2015 justement. Donc ça fait 60 points pour le Napoli leader. La sur Juve, 66 possibles. Oui. C'est énorme, hein? Énorme. Le Napoli est en train d'imprimer un rythme infernal tout simplement à ce championnat, et heureusement que la vieille dame arrive à suivre, puisque la vieille dame est derrière juste à une seule longueur, 59 points pour la Juve, et puis la Lazio 3e, 46 points, très loin. Donc je pense que c'est fait. Le championnat va se jouer entre le Napoli et la Juve. L'Inter 4e n'a que 45 points au compteur, 44 pour la Roma et puis 38 pour la Samp. Le Milan est classé 8e avec 35 points. La Fiorentina reléguée au 12e rang avec 31 unités. Le Crotone, premier non relégable, 20 points. Et puis dans la zone rouge, on a Spal, Benevento qui est l'antenne rouge avec 7 petits points. Et il y a un joueur qui a signé à Benevento. Il s'agit de Bakary Sagna. Ah oui, l'ancien d'Arsenal et de Manchester City. Vous savez, c'est avec ça qu'il veut aller à la la Coupe du Monde arrive, donc il faut se relancer. Et pour lui, ça fait double défi quand même. Le dernier de la Serie A italienne de Benevento. Voilà, peut-être. On attendra de voir tout simplement. On ne blague pas, mais courage à Bakary Sagna. La meilleure attaque de la Serie A, c'est la Juve, avec 59 buts marqués en 23 journées. Et puis la meilleure défense, le Napoli, seulement 14 buts encaissés en 23 journées. Au classement des buteurs, on a bien sûr en tête Ciro Immobile avec 20 buts. Le deuxième, Mauro Icardi, 18. Et puis Quagliarella qui complète le podium avec 16 réalisations. La 24e journée démarre bien ce soir avec le match Fiorentina-Juve. Qu'est-ce que vous en dites? Un semblant de choc. Un semblant de choc. Et demain samedi, il y aura Spal Milan AC. C'est la Fiorentina qui reçoit la Juve. Oui, c'est la Fiorentina qui reçoit la Juve. Et puis samedi, on aura Crotone et Atalanta. Le Napoli qui reçoit la Lazio. Là, c'est en choc puisque c'est quand même le premier face au troisième. Voilà, même si l'écart de points est grand, ça reste en choc. Match à suivre
forcément. Et puis le dimanche, on aura Sassuolo Cagliari, l'Inter qui reçoit Bologne, Chievo accueille le Genoa, la Roma reçoit le dernier de la classe, Benevento avec Bakary Sagna, et puis Torino Udinese et la Samp qui accueille le Hellas Vérone. Echo, merci beaucoup, Ezekiel Ayataï. Et cette fois-ci, on file en France. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et nous évoquons la Ligue 1 Conforama. Vous commencez par quoi? Marseille. Marseille. Ah, intéressant. Marseille face au FC Metz. Ah oui. 6-3. Marseille n'a pas fait de détail. C'est le plus gros score de Marseille cette saison? Oui. En championnat? Oui, c'est le plus gros score. 6-3. 6-3. Marseille a même mené 5-0 dans cette rencontre et avant de relâcher vers la fin de la partie et encaisser 3 buts. Et dans cette rencontre, Mitroglou également marqué. Ah, intéressant. Il est de retour. Il est de retour. Thauvin a marqué par 3 fois un triplé. Morgan Sanson, Valère Jamais également a inscrit un but. Voilà, ça fait 6-3. Metz de Sévi Thomas, de Sévi Mathieu plutôt, qui n'a pas joué. Oui, qui était toujours blessé, en convalescence. Il n'est pas toujours de retour de blessure. Lille. C'était le samedi. Lille a été battu à domicile par le Paris Saint-Germain, 0-3. Ah oui, il n'y avait pas match. Hein. Oui, il n'y avait pas match. Yuri Bersic, Neymar et puis Lo Celso ont marqué les 3 buts du Paris Saint-Germain. Amiens aussi a été battu à domicile par Saint-Etienne. Saint-Etienne qui renaît depuis la phase retour. Déjà 2 victoires d'affilée. A battu quand même Amiens de Gakpé qui n'a pas joué aussi. Donc ce week-end, le week-end passé, les Togolais n'ont pas joué en France. Et ça fait 2-0 pour Saint-Etienne en déplacement. Montpellier domine Angers 2-1. Nice battu à domicile par Toulouse, 0 but contre 1. Strasbourg aussi battu à domicile par Bordeaux. Un autre club aussi qui revient par 0 but contre 2. Le dimanche, Rennes battu également à domicile par Guingamp, 0 but contre 1. Et Caen domine Nantes 3-2. Voilà, Ranieri et ses poulets n'ont pas pris l'occasion de se détacher un tout petit peu, de se rapprocher un peu de la tête. Monaco. Ah oui, ça, c'était le match. C'était le choc de la 24e journée qui domine Lyon 3-2, alors que Lyon a mené 2-0, était en supériorité numérique face à Monaco. Et Monaco a quand même trouvé les ressources nécessaires pour venir à bout de cette équipe de Lyon. Et pour Monaco, Keita Baldé, Falcao et puis Ronny Lopez ont marqué. Et puis pour Lyon, Diaz et puis Bertrand Traoré qui revient de blessure aussi, qui marque. Voilà, c'était les résultats de la 24e journée au classement. Le PSG est toujours en tête avec 102 points, suivi de Marseille. Qui fait la bonne opération. Hein. Justement, puisque les Lyonnais ont perdu. Les Lyonnais ont perdu. Ça fait 51 points pour Marseille, deuxième. AS Monaco qui suit, 50 points, troisième. Et puis Lyon... face au Paris Saint-Germain, je le disais la dernière fois, il a tout laissé dans cette rencontre. Et Lyon maintenant 4e, alors qu'au soir de cette rencontre, Lyon était 2e et 48 points, suivi de Nantes toujours 5e avec 37 points. Nantes qui avait l'occasion de plus se rapprocher de Lyon, mais qui a raté cette occasion-là. En base de classement, Lille, 18e, 25 points, 19e, 24 points, et puis bon dernier, le FC Metz, 18 points. Ah oui, compliqué pour cette formation de ce sera maintenant compliqué de revenir, je crois. Hein, ce sera vraiment, mais c'est serré entre la 11e et la dernière position. Oui. C'est très serré. Oui, même entre Lille, qui est 18e, et qui doit jouer, si ça, le championnat s'arrêtait, doit jouer, je crois, les barrages. Et FC Metz, il y a 7 points d'écart. C'est encore possible. Deux matchs et demi, 2 matchs, disons 3 matchs. Et surtout que depuis même... À quelques journées de la fin de la phase aller, Metz était en train de revenir. Oui, en gagnant certains matchs. Gagnait beaucoup de matchs, mais c'est compliqué face aux gros. Paris Saint-Germain, Marseille et les autres. Mais face aux autres, Metz essaie quand même je crois que s'ils croient vraiment, ils peuvent accrocher cette 18e place. Pourquoi pas jouer les barrages et peut-être se maintenir pour la saison prochaine. C'est Marseille qui impressionne quand même. Oui, c'est 6-3 face à Metz, 9-0 face à Bourg-en-Bresse. Oui. C'est deux matchs. Oui. En 2018, je pense que c'est la deuxième meilleure attaque d'Europe.
d'Europe, pas de Ligue 1. Non, en 2018. En 2018, oui. Intéressant. Depuis le début de l'année, c'est la meilleure attaque de l'Europe. Derrière le Paris Saint-Germain. Ça fait quand même 27 buts à marquer. Donc je pense que... Et Rudy Garcia le dit que c'est la marque de ces équipes. Intéressant. Donc on espère que ça va continuer. On se souvient qu'en Italie avec la Roma, ça marquait beaucoup de buts. Donc Marseille va droit au but. Et Mitroglou qui revient, qui a encore marqué en Coupe de France la dernière fois. La 25e journée. Oui. Vendredi, ce soir, Saint-Etienne joue Marseille. Je pense que ce sera également un match intéressant. Surtout que Saint-Etienne est en train de revenir face à Marseille. Le train de but va passer à Saint-Etienne. En tout cas, avec l'arrivée de Yann Mbila, et Subotic et puis les autres, même Debuchy est arrivé à Saint-Etienne. L'équipe se renforce. On verra bien. Demain samedi, Toulouse reçoit le Paris Saint-Germain. Angers joue Monaco. Bordeaux reçoit Amiens. Dijon joue Nice, et puis Guingamp reçoit Caen. Et puis Metz, le samedi, joue Montpellier. Et dimanche, Strasbourg 3, Nantes, Lille et Lyon joue Rennes. On va voir si les Lyonnais vont pouvoir retrouver la forme. En attendant Villarreal en Ligue Europa jeudi prochain. Et puis il ne faut pas oublier ces tirages au sort des quarts de finale. Marseille, Paris Saint-Germain. De la Coupe de France. Non, le 25 c'est en Ligue 1. Et puis le 27 ils jouent en Coupe. Ça fait deux confrontations en 3 jours, en 4 jours. Ça c'est bon pour les droitiliers. Les gens vont se frotter les mains. Et surtout les spectateurs, pour ne pas dire les téléspectateurs. Vous voulez dire quelque chose il faut quand même saluer la prestation des Africains lors de ce match Monaco-Lyon. On a vu le Burkinabé Bertrand Traoré. On a vu le Sénégalais Keïda Baldé. J'espère que vous ne volez pas votre top 3 africain. Parce que là, vous commencez et surtout Ndombélé au milieu du terrain. Mais Tanguy Ndombélé qui est en train de faire un grand. Et il semble qu'il est en train de peut-être de taper dans l'œil de Didier Deschamps. Tanguy Ndombélé. Il est très très bon joueur. Michel salue aussi le carton rouge alors. On va enchaîner avec les meilleurs buteurs rapidement. Il y a Cavani toujours en tête, 21 buts, 2 pénaltys. Neymar suivi de Neymar maintenant qui est deuxième, 18 buts avec 4 pénaltys. Falcao 17 buts avec 3 pénaltys. Fekir 16 buts avec 2 pénaltys. Et puis Mariano Diaz 14 buts avec un pénalty. Vous précisez bien les pénaltys parce que puisque Neymar, c'est Neymar qui les marque. On va enchaîner avec la Super League de Turquie, la 20e journée qui a vu quand même le nul. On peut dire un nul gagnant pour Istanbul Başakşehir d'Adebayor. Il a été buteur dans ce match à la 36e minute face à Konyaspor. Et derrière Galatasaray qui perd un but contre 2 face à Sivasspor. Et Istanbul qui devient leader à l'heure où nous parlons devant la formation de Galatasaray devant Fenerbahçe. Oui, c'est très bien. Ça fait 2 matchs successivement que Emmanuel Adebayor marque et surtout dans cette rencontre. C'est son but qui a permis à son équipe de garder la première place. C'est vrai que son challenger direct a perdu, mais c'est bien pour Emmanuel Adebayor. J'ai l'impression qu'il se sent très à l'aise dans ce championnat. Vivement qu'il continue comme ça et peut-être finir, pourquoi pas, parce que revenir dans un championnat de haut niveau, ça va être compliqué, mais bien terminé avec son club Istanbul Başakşehir, ça fera du bien au Togolais. J'ai l'impression que Adebayor, quand il est adulé quelque part, il aime le confort et tout ça. Il aime être très très important, et quand il est dans ces conditions, il joue à l'affection. Quand il est dans ces conditions-là, il donne vraiment les résultats, et vous voyez partout où il est passé, quand il est vraiment adulé, c'est un gros bébé. Voilà. Et maintenant en Turquie, vous voyez, c'est pratiquement la star de cette équipe. d'Istanbul. Il y a Arda Turan également qui est arrivé, mais bon, Adebayor est la star. Est au-dessus, est très respecté dans ce club et il donne sur le terrain, comme l'a dit tout à l'heure. C'est l'ami personnel du président. Bien sûr. Comme l'a dit Roméo tout à l'heure. Ça se transcrit dans les salutations. C'est l'ami personnel. Vous avez vu comment il célèbre ses buts? C'est l'ami personnel des présidents. Ah, d'accord. Et donc, comme l'a dit Roméo, il est à l'aise là-bas et c'est un championnat qui lui va très très bien. Votre avis sur la performance de Adebayor? Oui, on peut dire que c'est beau, c'est magnifique ce qu'il est en train de faire.
vu ce qui est son niveau, là où il est actuellement, il est parti de nulle part, on doit dire, parce qu'il a fait pratiquement une saison à la maison avant de rebondir en Turquie. Et voilà qu'il fait de bonnes choses. Je pense que c'est le meilleur championnat pour lui pour se relancer. Surtout qu'il a toujours envie, je vous apprends, de retourner en Angleterre. Ah d'accord. Ça c'est l'exclusivité. Maintenant je ne sais pas comment. Aussi il peut, si Evra. Parce qu'il dit. Aujourd'hui son objectif premier c'est de jouer coûte que coûte la Ligue des Champions, garder la première place pour taper dans l'œil des gros clubs d'Angleterre. Vous le voyez encore plusieurs années au haut niveau? Bon, lui-même, peut-être de saison. Il a dit encore tout récemment sur un média de la place qu'il lui reste encore 3 ou 4 ans de carrière à faire. Donc, il pense finir en Angleterre. Donc, j'espère qu'avec ce qu'il est en train de faire aujourd'hui du côté de la Turquie, où il est pratiquement aimé, on a même tout récemment fait de lui un sultan. Un roi, oui, et il a même balancé les images sur son compte perso. Donc je pense que j'espère qu'il aura dit, il dit qu'il veut marquer beaucoup de buts, il veut marquer son passage Turquie, j'espère bien qu'il le fera. Il a quand même la capacité de le faire. Pour l'instant, ça lui fait quoi, 11 buts, non? 11 buts dans ce championnat, si je ne me trompe pas. Hein. Bon, de toute façon, à son niveau. Il a dépassé la barre des 10. Et en phase terminale. Ça fait 11. Ok, 10 en championnat. Merci beaucoup. Il est en phase terminale de sa carrière, oui. quoi qu'on dise. Donc, pourquoi pas. Je crois que c'est un championnat de seconde zone, on va dire, et ça lui va très bien. Il réussit des buts, il se fait plaisir. Il se fait plaisir. C'est l'important. Il se fait vraiment plaisir. Il a dit qu'il veut encore gagner le Ballon d'Or. Il avait rêvé qu'il a gagné le Ballon d'Or africain. Il a gagné. Bon, je crois que le rêve pour le Ballon d'Or, il a permis de rêver. Passé. Vous le dites. Ce n'est pas possible. Vous ne le voyez pas. Il faut pas. C'est de l'illusion. Non, je crois qu'il est permis de rêver. Pour rêver, on ne paye pas, hein, c'est gratuit. On ne peut pas se permettre. Donc, je pense qu'il est bien et il peut retourner en Angleterre. Ça, c'est la bonne. C'est possible. Si Evra a 36 ans et revient en Première Ligue, pourquoi pas? Si on devrait payer, imagine ce qu'il allait payer. Et donc au classement de cette Super League, il y a Istanbul Başakşehir qui est leader avec 43 points, deuxième Galatasaray avec 41 unités et puis troisième Fenerbahçe avec 38 points. La prochaine journée, ce sera dimanche, vendredi, samedi, dimanche, et le dimanche il y aura Istanbul, leader qui reçoit le Fenerbahçe, troisième. Donc c'est un match choc du côté de cette Super League. Malheur au 3 points de suspension. Actuellement, son surnom, c'est le général. Ah, c'est ça son surnom. Le général. Bien, c'est tout dit sur la Super League de Turquie. Nous enchaînons cette fois-ci avec les questions des auditeurs. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. Eh bien, nous sommes toujours dans l'émission Plateau Foot Europe avec les spécialistes Franck Dougnama, Fifi Assogbavi, Armel Ouaba, Roméo Yetor, Ezekiel Ayataye, nos deux invités, Michel Takba et Joël Aïe. Et nous nous intéressons aux questions que vous nous avez envoyées. La première question est de Jean Alessi. Est-ce que Harry Kane va rejoindre le Real Madrid l'été prochain? Probablement oui. Oui, vous le voyez. Oui, tout semble s'accorder. Florentino veut l'avoir. On a déjà estimé son transfert à un peu plus de 200 millions d'euros. Pardon? Un peu plus de 200 millions d'euros, de même que qu'Eden Hazard. Donc je crois que le plan est en place. Maintenant, on verra ce qui va se passer après. Oui, c'est une manière de montrer la porte de la sortie à Benzema aussi. Seulement Benzema? Oui, Benzema surtout. Parce que c'est ce qui est sûr, un attaquant arrivera au Real Madrid la saison prochaine. Donc pour lui, ça va être un peu compliqué. Ouais, comme Franck l'a dit, Daniel Levy, le président de Tottenham, il a ouvert les négociations. Il a dit minimum 200 millions d'euros, comme l'a dit Franck. Maintenant, sur certaines conditions, il ne voudrait pas que, comment dirais-je, les tractations s'éternisent. Donc, il voulait enclencher tout de suite les négociations. Et puis surtout, il ne voudrait pas le retour de Bale, puisque les Madrilènes, eux, voudraient inclure Bale dans la transaction. Il dit non, ce sont mes conditions. Si vous les respectez, allez, on commence les négociations. Affaire à suivre. La deuxième question, elle est celle-ci. Qu'est-ce que Patrice Evra
Ah, justement, on va apporter au club de West Ham Didier Wognon. Qu'est-ce que vous en pensez? L'expérience. Et puis l'entraîneur qui le fait venir le connaît. Et David Moyes, c'est ça. Il a joué avec lui à Manchester United. C'est sûr qu'il a vu en lui quelqu'un qui peut stabiliser la défense. Maintenant, la question qui reste posée, est-ce que Evra va toujours être titulaire à 36 ans? Ce n'est pas évident quand on connaît la vitesse de jeu au niveau de l'Angleterre. Donc, c'est sûr qu'il a quelque chose à faire avec lui. Oui, mais c'est juste 6 mois, même moins. Et s'il est embêté par des supporters? Un défenseur. Il ira. On le connaît. Mais un défenseur qui n'est pas titulaire joue difficilement parce que souvent les remplacements ne se font pas au niveau de la défense. Donc un défenseur qui est sur le banc, il est parti pour peut-être jouer des bribes de match. Mais Evra, on sait que c'est un homme qui a souvent un discours de guerrier, donc il pourrait apporter ça au niveau du vestiaire. Troisième question. Du terrain quand même. La troisième question, des nouvelles de Alvaro Morata de Chelsea. La question est de Komla Dadjié. Vous avez des nouvelles, Michel veut nous en il est parler? toujours à Chelsea, il est blessé, il va revenir très bientôt. Et il serait pisté par le Paris Saint-Germain actuellement. Déjà? Très sérieusement. Parce qu'il sait, si Conte part, il ne serait plus peut-être titulaire lorsqu'un autre entraîneur, Luis Enrique, va arriver. Sa suite est subordonnée au départ Oui, parce que tout le monde le sait, Roman Abramovich ne veut plus de Conte. C'est clair. Et si tout va bien même, on pourrait l'éjecter avant même le match contre le Barça. Donc il veut préparer son avenir aussi. Le Paris Saint-Germain, pourquoi pas? Oui, mais Morata, le Paris Saint-Germain pour Morata, je pense que ce serait pas un bon choix parce que Morata, c'est un très bon attaquant qui mérite d'être titulaire. Donc arriver au Paris Saint-Germain, c'est sûr qu'il va encore débuter sur le banc et ça va être. Je pense que ce serait pas du tout un bon choix pour lui. Peut-être Unai Emery partirait. Ça aussi, c'est possible. Sur le tapis, ce serait suite au match Real Madrid. Même s'il gagnait face au Real Madrid, il n'est plus sûr de rester la saison prochaine. Décidément, partout c'est chaud. Comptez au PSG. À la base des entraîneurs. Quatrième et dernière question, on parlait tout à l'heure de titularisation de certains joueurs. Est-ce que Aubameyang est parti pour être titulaire à Arsenal? La question est de Sodji à Doncy. C'est plus que sûr. La Casette ne fait rien. Pardon? La Casette ne fait rien. 9 buts en 25 matchs. Ne fait rien. Donc, vous êtes sévère ici. C'est pas possible. Non, c'est la réalité. Non, mais je pense que Aubameyang a plus à apporter à Arsenal. Déjà dans son jeu, on sait que c'est un joueur rapide et il peut faire de ses appels dans le dos des défenses pour apporter ce qui manque justement au jeu d'Arsenal. C'est vrai que c'est une équipe qui arrive à posséder le jeu, mais Arsenal n'avait pas un attaquant qui pourrait partir comme une flèche, ce que Aubameyang va apporter. Donc je ne le vois pas sur le banc et on l'a même pas fait venir à Arsenal pour rester sur le banc. Terme sportif avec vous, Armel Waba, nous parlons de l'attaque placée. Oui, c'est une attaque qui se fait face à une défense organisée, qui est regroupée, replacée. L'objectif, c'est de déséquilibrer le bloc adverse pour marquer, mais surtout d'user aussi cette équipe-là physiquement. Alors, l'attaque placée demande de la maîtrise collective. Elle se joue surtout en 3 temps. D'abord, dans un premier temps, il faut une phase de préparation relativement lente devant la défense. Une deuxième phase où le bloc qui prépare cette attaque placée là monte sur le bloc adverse. Et puis un troisième temps où il y aura la création d'un déséquilibre par un joueur ou par le système collectif tout entier de l'équipe qui exécute l'attaque placée. Alors, les situations d'attaque placée selon les études représentent 86% des attaques que mènent les équipes, tout championnat confondu. En général. D'accord. Et pour mieux expliquer ça, il faut voir le Barça jouer et on comprend mieux ce que c'est qu'on a une attaque justement, placée. vous donnez si bien l'exemple. Est-ce qu'il y a d'autres clubs qui souvent alignent l'attaque placée dans le jeu? Oui, généralement, ce sont les clubs qui aiment posséder le ballon. Dans quel système de jeu? 4-4-2, 4-3-3 ou lesquels? 4-3-3 souvent. 4-3-3 souvent. Avec des déclenchements des ailes qui s'appuient sur les ailiers, les attaquants de fixation avec les 1-2. D'accord. Et nous, notre équipe de PFE
Bon, on ne sait pas si c'est attaque placée ou c'est... Non, c'est trop bu avec Roméo. Nous allons terminer cette émission avec le top 3 africain. Franck Lunyama, votre top 3. Mohamed Salah. Oui. Wanyama. Oh non. Je n'ai pas un troisième. Justement. Et Fifia Sogbavi. Décidément. Mohamed Salah. Il est partout. Il est partout. Bertrand Traoré qui revient de blessure et puis Wanyama. Ézéchiel. Oui, Salah, Bertrand Traoré et Wanyama. Vous n'avez pas encore cité un autre, un joueur monégasque. Roméo, votre top 3? Salah, Pierre-Emerick Aubameyang, puis oui. Bien, voilà, Aubameyang, ça fait de la couleur. Michel, vous Dembélé, oui. Il m'a émerveillé. Il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué, certes. Il y a le jeune Mendy aussi, toujours de Lyon, et puis Salah. Vous avez votre top 3 dans la tête, monsieur Aïe? Oui, il y a Salah toujours. Décidément. Keita, Baldé, Adebayor. Ah, tiens. Oui, lui c'est un patriote, pour ne pas dire un chauvin. On va saluer quelques inconditionnels et puis boucler la boucle. Franck Lunyama. On va saluer Kenneth, on va saluer Daniel, Pascal, bonjour à Esther, Gloria, Marouf, bonjour à Innocent le Taximan, One Love le Barcelonais, Léonce Bati, l'honorable Joseph Akoda qui suit cette émission, et bonjour à tous les autres. Le match. Armel Ouaba. Bonjour à tout le monde. Roméo Yetor. Rendez-vous vendredi prochain pour votre salutation. Vivement. Ézéchiel Ayataï. Oui, un bonjour à Linda Mensan, Keke. Du côté de Djidjolé, et puis sans oublier Elliot Mablé, je veux dire Latif Yoruba, Elliot Mablé, Manu Akwete, et mon cher frère Alassani Rachid. Oui, j'ai l'impression qu'il vous doit quelque chose, donc voilà. Michel, t'as pas? Bonjour à Blackfic et tout son fan club. Voilà, je lui dis bonjour. Et puis bonjour à Edouard Agbetou et à mon aîné Antoine Takba. Fifi, je salue au passage Hervé Pizarre, le président Hervé Pizarre, et puis Nobel Egbaré qui est là. Il est là. Il nous suit de temps en temps. Et Nobel Egbaré également qui nous suit. Et puis tous les membres de la plateforme Fan PFE. Oui. Merci beaucoup, chers spécialistes. Merci, chers invités. Merci également à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Elom Adovon qui a assuré la vidéo de cette émission que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Bonjour à Honorine et à Yvette Clousset et à tous les autres. Merci et à vendredi prochain.